Salut à toutes, à tous. Aujourd'hui, pour cet épisode de l'Ice Show, j'interviewe Arthur Guérin-Boéry. Alors Arthur, c'est du lourd. Arthur est apnéiste et c'est pas un petit apnéiste. C'est un gros apnéiste. Du coup, j'ai décidé de m'équiper pour l'occasion. Je pouvais pas laisser passer ça. Donc Arthur, j'espère que tu es prêt. On va discuter d'égal à égal. J'ai pas l'intention de me laisser intimider par tes exploits. Donc, je vous explique. Arthur, c'est un mec qui est 5 fois champion du monde dans sa discipline. Il détient 8 records du monde d'apnée. Et il y a 2 semaines, Arthur a réussi à battre le record du monde de nage en apnée sous la glace en slowbar, en maillot de bain. Et ouais, pas de combi. Arthur a défié tous les pronostics il y a 15 jours en allant nager 105 mètres sous la glace au Canada. Sans attendre, je vous demande d'accueillir sous les bravos et les applaudissements Arthur. Et Arthur, salut, ça va? Salut, ça va. Grandiose. Merci pour cette intro. Je t'en prie, c'est un plaisir. T'as vu, hein? Je me laisse pas impressionner, je suis là. Ouais, j'ai vu. Ah putain, je sais pas comment tu fais pour passer ta vie là-dessous, c'est un enfer, surtout que ça oblige à respirer par la bouche, ce qui est contraire à tous mes principes, hein, comme tu le sais, voilà. Je voudrais commencer par les questions qui sont le plus souvent remontées quand j'ai demandé à ma communauté quelles sont les questions que vous aimeriez poser à Arthur. La question qui est revenue le plus souvent, c'est quand t'es là-dessous, sous la glace. On va déjà essayer de voir à quoi ça ressemble quand tu es sous la glace, parce que les gens n'arrivent peut-être pas à se représenter. Donc je vais commencer par juste une image de toi, passer une petite minute, voir à quoi ça ressemble ton bureau en fait, hein, quand tu es au taf. Ça ressemble à quoi? My friend, white card! Waouh! À quoi tu penses quand tu es là-dessous? En fait, sous l'eau, je pense pas à grand-chose. Je pense pas à grand-chose. Justement, j'essaye de me vider un maximum la tête et d'être le plus possible juste simplement en phase avec mes sensations et le moment présent. Ça, c'est vraiment c'est ce que j'essaye de faire sur des grosses performances comme ça, parce que en réalité, si on se laisse aller à des pensées, au début, elles vont être positives, elles vont être agréables, etc. Parce qu'il y a toujours une phase de confort, une première phase de confort quand on fait des grosses perfs en apnée comme ça. Et puis, petit à petit, quand la difficulté va commencer à arriver et surtout à s'intensifier, les pensées vont devenir plutôt négatives. Et chaque pensée va devenir même un prétexte pour sortir et puis pour arrêter ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, vraiment le meilleur moyen d'aller très très loin en apnée, pour moi en tout cas, c'est vraiment de déconnecter complètement, d'essayer de déconnecter les pensées et de rester focus sur la technique, la nage, les sensations et voilà, c'est impossible de déconnecter complètement, hein. C'est clairement impossible, personne n'y arrive. Enfin, moi, j'y arrive pas et je connais pas grand monde qui y arrive. Mais en revanche, essayer de se concentrer au sens propre du terme, c'est-à-dire être centré sur soi et sur ses sensations, ça c'est quelque chose qu'on peut réussir à faire. Voilà, rester sur le moment présent, essayer de se déconnecter de toutes les pensées, même si elles peuvent être positives au début, essayer vraiment d'être sur le moment présent dans mon truc, quoi.
C'est génial parce que cette approche, c'est vraiment une école de la focalisation sur l'instant présent, mais avec une punition immédiate au moment où tu n'y arrives pas. Exactement. Les pensées tergiverser, vraiment être trop réfléchir quand on est en apnée, c'est contre-productif. C'est un sport de con. Hein? C'est un sport de con, faut pas réfléchir. C'est un sport de con, voilà, faut vraiment être un peu bête et méchant, quoi. Et toi, il paraît que t'es un naturel là-dedans, t'as pas eu besoin de beaucoup d'entraînement, c'était peut-être ça ta force. C'est ça, ouais. C'est génétique. Ça aide, heureux les simples, bravo. Non, le fait de disposer d'une pratique qui, comme ça, rend très très lisible le niveau de compétence auquel tu te situes, soit t'es centré sur l'instant présent, tout se passe bien, à l'instant où tu t'égares, la punition est immédiate. C'est l'un des sujets auxquels je voudrais qu'on revienne au cours de cette interview. Ce sera, je pense, riche d'enseignements sur comment on peut utiliser l'apnée justement dans la vie de tous les jours pour apprendre à faire ça. Pour continuer sur les questions du public, comment est-ce que tu t'entraînes concrètement? Quels sont les domaines d'entraînement les plus importants quand tu veux arriver à sortir une perf pareille? C'est quoi ton programme finalement? Tes grands thèmes et puis tes drills. En début de saison, ça va être beaucoup de physique, de la musculation, de la natation, des footings, du cardio. Voilà, ça va être ça en début de saison. Le début de saison, ça va être quoi? C'est-à-dire que ton compte à rebours, il commence quand? Il commence en septembre. Okay. Voilà. 6 mois d'entraînement. Voilà, ouais. En septembre, ça va être vraiment du foncier, de la prépa physique, de la muscu, de la natation, de l'apnée déjà, en série hypercapnique, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des séries où on va travailler sur l'accumulation de CO2 et beaucoup de nage. Voilà. Donc, même sur les séances d'apnée, il y a beaucoup de nage. On va travailler la technique, on va faire du volume de nage. Voilà. Ensuite, on va diminuer de plus en plus le physique pour être de plus en plus sur de l'apnée. Sur les séances d'apnée, laisser de plus en plus justement la nage et la technique de côté pour se focaliser de plus en plus sur des séries, mais qui vont être toujours hypercapniques. On est toujours vraiment dans l'accumulation de CO2. Et à côté de ça, là, ça va être, ça va être déjà bien entamé dans l'automne. Donc, on commence à avoir de l'eau froide. Donc, je vais commencer aussi à me mettre un petit peu dans l'eau froide à côté. Donc, c'est vraiment sans faire d'apnée. Hein, c'est vraiment de l'immersion en eau froide. Chemin faisant, vers l'hiver, comme ça, je vais me mettre dans l'eau de plus en plus froide. La température de l'eau baisse au fur et à mesure que l'hiver arrive. Donc je continue de me baigner en mer, dans des lacs ou en rivière, ou même dans des piscines extérieures non chauffées, où la température de l'eau va baisser progressivement. À côté de ça, je continue l'apnée, en bassin toujours, en apnée dynamique. Là, l'eau est à température, elle est tempérée, tout va bien. Et plus on va arriver de l'échéance, donc c'est-à-dire de mars, plus je vais passer en apnée sur des séries hypoxiques. C'est-à-dire qu'on va laisser l'hypercapnie derrière nous, donc la saturation en CO2, et on va passer sur des exercices où on va travailler surtout sur la désaturation en O2, donc le manque d'oxygène. Et donc là, c'est des séries qu'on appelle hypoxiques plutôt. Donc on va passer sur ce type de séances en apnée, qui sont vraiment spécifiques à la grosse performance pour le coup. On va faire du général vers le spécifique. Et l'eau froide, je vais commencer vraiment à mettre une régularité dans mes immersions, où à partir de début décembre, fin novembre, début décembre, je vais vraiment être dans 3-4 immersions par semaine, où je minute mes immersions, où je suis, en fonction de la température, je reste un certain temps dans l'eau. Et voilà, je reste en gros entre 10 et 20 minutes, dans une eau qui va aller de 10 degrés comme ça, fin novembre, jusqu'à 4 degrés en plein cœur de l'hiver. Et je reste entre 10 et 20 minutes en général dans l'eau à ces températures-là. Je vais juste maintenir un peu de force quand même. Donc je vais une fois par semaine à la salle où je vais faire de la force.
juste pour entretenir la force et l'influx nerveux. Et puis je vais faire un footing ou 2 voilà, par semaine pour entretenir le cardio. L'eau froide, comme je l'ai dit, c'est 3 à 4 fois par semaine. Et l'apnée, c'est 3 entraînements par semaine pour le coup, en bassin, où on est sur des séries hypoxiques. Ça va durer jusqu'à 1 mois et demi avant la perf. Et 1 mois et demi avant la perf, en fait, je garde ce rythme-là, sauf que j'ajoute du spécifique, c'est-à-dire de l'apnée en eau très froide. Parce que jusqu'à présent, j'en faisais pas, en fait. Je faisais de l'eau froide d'un côté, de l'apnée de l'autre. Je faisais pas encore d'apnée en eau très froide. À la toute fin, voilà, 1 mois et demi avant la perf, là je suis parti à Chamonix. Je suis resté 1 mois à Chamonix, où là j'avais un lac pas gelé mais très froid, dans lequel 2 fois par semaine je faisais une prise de perf. Donc j'allais dans l'eau, je me mettais en condition de performance avec une prépa qui durait jusqu'à 3/4 d'heure, 1 heure à chaque fois avant. Et je partais pour une longue distance comme ça, dans ce lac qui était à 6 degrés, en moyenne 5-6 degrés, sans combinaison bien sûr. Et donc je me mettais en situation de performance pour ce que j'allais faire au Canada. Et ça, j'ai fait ça pendant 1 mois, donc j'ai dû faire 8 à 10 prises de perf comme ça sur 1 mois, en plus de mes entraînements en apnée que je continuais. Alors là, j'étais passé à 2 fois par semaine, et non pas 3 fois par semaine, parce que sinon ça fait quand même beaucoup de volume. Et au niveau prépa physique, je faisais un footing de temps en temps, on va dire. Et niveau acclimatation au froid, à Cham, en fait, à Chamonix, c'était, il y avait ces 2 tests, enfin ces 2 prises de perf par semaine. Donc, déjà, il y a quand même une régularité. Et en plus de ça, je continuais mes douches froides tous les jours. Donc j'ai oublié de spécifier, c'est que je faisais douches froides tous les jours quand même depuis longtemps, enfin même depuis presque 2 ans. Et donc à Chamonix, en fait, je continue mes douches froides, sauf qu'à Chamonix, les douches froides, c'est pas comme à Nice. C'est une vraie session d'acclimatation au froid parce qu'elle sort à 3 degrés du pommeau de douche. Donc il y a c'est vraiment une vraie session d'acclimatation au froid quand on prend la douche froide le matin. Donc voilà, ça va jusqu'à J-7-8, on va dire. Et avant la perf, je me fais une semaine complète de récup totale. Voilà. Je fais pour bénéficier d'un effet de surcompensation avant la performance, quoi. Voilà. Avec quand même un contact avec le froid toujours, parce que je fais quand même des petits ploufs en eau froide pour maintenir l'acclimatation, mais niveau apnée, prépa physique, en tout cas je coupe tout pour avoir une grosse surcompensation en fait le jour J. On va revenir dans le détail à ces principes d'entraînement, à la fois dans l'accoutumance au froid et puis à tout ce travail respiratoire. Pourquoi d'abord préparer l'hypercapnie et ensuite l'hypoxie, enfin pourquoi travailler de façon séquencée comme ça, en fonction de la logique du corps. Mais du coup là, si je résume ce que tu nous as dit, c'est-à-dire que toi, ta vie, c'est passer ton temps à prendre des douches glacées, à t'immerger dans des lacs à 3 degrés, à te faire des séances de froid 2 à 3 fois par semaine, et quand tu n'es pas en train de faire ça, tu te prives de ta respiration et tu t'amènes au bord de la syncope, d'où je pense, c'est sympa ta vie, d'où je pense la 3e question de l'audience, et qu'est-ce qui te motive à faire ça? C'est quoi ton moteur pour t'infliger ça, d'après eux? C'est un peu comme dans tous les sports à très haut niveau, en fait. C'est-à-dire que pourquoi un type va traverser la Manche à la nage? Pourquoi un type va tenter à tout prix, au risque de sa vie, de monter en haut de l'Everest pour en redescendre après? Pourquoi Baumgartner saute de sa plateforme à 15 000 mètres d'altitude pour essayer de passer le mur du son en chute libre? Pourquoi est-ce qu'on va marcher sur la Lune? Pourquoi, voilà, enfin, tout ça, c'était des questions. Pourquoi on fout un ballon au fond d'un filet? C'est des drôles de questions et il n'y a pas forcément toujours de réponse. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pour le dépassement de soi avant tout. Voilà, pour le dépassement de soi, ça donne une direction, ça donne un but. Ça fait rêver les gens aussi, bien sûr. Il y a aussi, ça sert aussi à ça.
Ça fait, voilà, ça véhicule des messages, ça donne espoir parfois même à des gens. En tout cas pour nous, c'est sûr, enfin pour moi en l'occurrence là, pour ceux qui font ça, et je parle en tout cas là pour moi, c'est vraiment du dépassement de soi. Voilà, l'état pur, c'est se fixer un objectif et s'y tenir, se donner les moyens d'y arriver. C'est de la réussite, c'est de l'accomplissement, de la réussite personnelle, du dépassement de soi. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est de la satisfaction après, une fois que c'est réalisé. Du plaisir, enfin du plaisir, j'aime pas trop ce mot, mais surtout de la satisfaction une fois que c'est fait. Voilà. Voilà, c'est des instants de vie dont on se souvient et qui marquent. Il y a quelque chose d'assez épique là-dedans, je dirais peut-être. Voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est pour ça qu'on fait ça. À la base de la base, l'apnée, j'y suis venu parce que je cherchais une activité où je n'allais pas du tout performer dedans et faire des records et faire des championnats du monde, etc. C'était vraiment une discipline à laquelle je me suis intéressé parce que c'était un truc qui me fascinait depuis gamin. Mais c'est un truc auquel je suis venu dans ma vie de citadin parisien, on va dire, pour me sortir un petit peu de ma routine parisienne et où j'avais besoin de reprendre le sport, d'ailleurs, que j'avais laissé de côté pendant mes études, et où je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'apnée. Voilà, la vie parisienne était très stressante, ça me gavait, ça me saoulait. J'étais pas du tout dans ce que j'aimais faire, enfin, il n'y avait pas... La vie citadine, même si j'adore Paris, la vie parisienne ne me plaisait pas, enfin c'était très stressant, j'étais pas du tout bien dans mes pompes, et en fait j'ai vu l'apnée comme une espèce de porte de sortie un petit peu à tout ça, en me disant tiens, est-ce que tout ce qu'on dit sur ce sport c'est vrai, est-ce que ça fait du bien au corps et à l'esprit. Voilà, j'étais pas très bien à cette époque-là, et en fait c'était beaucoup pour ça à la base que j'y allais. Et en fait, au début, ça m'a donné en fait un cadre, si tu veux. Ça m'a donné une motivation. Ça m'a donné quelque chose à faire en fait, dans lequel j'étais plutôt bon en plus, assez vite au début. Et donc, c'est un truc dans lequel je me réalisais un petit peu et qui me donnait un cadre, si tu veux. Un peu comme l'analogie, ça pourrait être un peu comme un jeune type un peu paumé qui part à l'armée, quoi. Ouais, qui se cadre dans quelque chose d'un peu rigoureux, d'un peu difficile, donc qui demande un petit peu d'investissement personnel, qui demande de se dépasser dans un exercice qui n'est pas forcément facile. Et ça donne en fait une rigueur, et ça donne un cadre dans lequel on fait quelque chose de pas facile, mais qui nous impose une direction en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comme un petit con qui sait pas quoi foutre de sa vie et qui fait des conneries, et qui va à l'armée, et d'un coup il a quelqu'un qui lui montre le chemin et qui lui dit maintenant tu fermes ta gueule et tu obéis, quoi. C'est exactement la même chose, et en fait ça m'a servi à ça m'a vraiment donné un cadre. J'étais pas un petit con qui faisait des conneries, mais j'étais pas très bien dans ce que je faisais. J'étais pas paumé, mais j'étais dans une vie parisienne qui me convenait pas, on va dire. Et du coup, ça m'a permis de me cadrer dans quelque chose. Et au début, c'était vraiment ça. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien. Et les 2 premières années, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Parce que c'est vraiment un sport thérapie. Hein, on y reviendra après si tu veux, mais c'est vraiment un sport thérapie à mon sens. Et donc après, au-delà de ça, on m'a conseillé de faire de la compétition. J'ai commencé à faire de la compétition, à réussir en compétition. Et là, je suis entré dans autre chose. Après, je suis entré dans la professionnalisation dans ce sport et dans un truc beaucoup plus abouti, beaucoup plus extrême, où après ça devient un métier, quoi. Mais voilà quel a été le process, et voilà pourquoi je fais ça et comment j'en suis arrivé là. Et aujourd'hui, les records. Oui, c'est la concrétisation de projets personnels et professionnels autour de quelque chose de presque expérimental, je dirais, parce que là, dans ce que j'ai fait sous glace, on était presque à un niveau expérimental, en tout cas d'un point de vue médical. Et voilà, c'est de l'accomplissement personnel dans des projets qui me stimulent et qui sont pour moi quelque chose dont je suis assez fier, et
voilà, dont je me souviendrai longtemps. En gros, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment cette dimension de confrontation à l'inconfort qui n'est pas intuitive pour la plupart des gens, mais c'est quelque chose dont voilà, moi aussi je parle beaucoup au travers du froid. C'est le fait d'aller chercher quelque chose qui va nous mettre face à la difficulté. Il y a sans doute de beaux cadeaux à trouver derrière tout ça. On peut peut-être du coup direct démarrer par ça. Pour celui qui le pratique, ce sport, puisque comme tu l'as dit, toi, tu t'es mis à l'apnée, voilà, tu n'étais pas très satisfait de ta vie, tu sentais qu'il te manquait un truc, et tu t'es mis à l'apnée, et en gros, bah, ça a changé beaucoup de choses. Alors je fais abstraction du fait que tu es devenu multiple champion du monde, mais déjà, ne serait-ce que de commencer cette pratique, ça change. Est-ce que tu aurais pu commencer n'importe quelle pratique, tu aurais pu te mettre à la belote, ou à la pétanque, ou au tennis, tu penses que ça t'aurait apporté les mêmes choses, les mêmes vertus, ou il y a quelque chose de propre à l'apnée, à cette confrontation à l'inconfort qui t'a amené quelque chose de supplémentaire, et si c'est le cas, quoi? Oui, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, l'apnée est vraiment un sport-thérapie, en ce sens que ce qu'il y a de différent, je pense, avec d'autres sports, c'est que l'apnée impose une gymnastique mentale très particulière parce qu'on apprend à dompter et à dépasser un réflexe de survie primaire. Ça n'existe pas dans d'autres sports. Il n'y a pas dans aucun sport, à mon sens, on apprend à dépasser un réflexe de survie primaire, et là, en l'occurrence, on parle de la respiration, de la ventilation. Et ça impose une gymnastique mentale, en fait, c'est du dépassement de soi à l'état pur. Réussir à dépasser ce réflexe. J'invite tout le monde à essayer d'arrêter de respirer. Au bout de 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, on va commencer à avoir envie de respirer. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à dépasser. Et le boulot de l'apnée, justement, c'est de réussir à dépasser ça et à rester dans le relâchement, dans la confiance, malgré cette envie de respirer qui arrive et qui est souvent très désagréable. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui impacte énormément. En termes de confiance en soi, de conscience de soi, de ses capacités, de sa capacité à faire face à l'adversité, capacité de résilience, combativité, capacité à gérer les défis du quotidien. Voilà, ça se ressent très très vite quand on pratique régulièrement, c'est-à-dire que ça a un impact direct, quoi. Attends, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que parce que tu dis, voilà, l'apnée, il y a quand même une particularité qui en fait un sport-thérapie, c'est que les compétences qu'on va devoir développer face au challenge de lutter contre le réflexe compulsif de la respiration, la peur de la vie et de la mort, vont avoir des effets de bord directs, enfin plus ou moins directs, je sais pas, sur des qualités qui sont intéressantes à avoir dans la vie de tous les jours. Et là, tu fais pas référence au volume pulmonaire ou à la capacité à tenir plus longtemps sans respirer. Tu fais référence à des traits de caractère, à des choses qu'on a, de même que dans le rugby, on va développer un bon esprit d'équipe, par exemple. Voilà. Si tu devais donner le corset de tête d'après ton... D'abord, en commençant par toi, si je demande à ta mère ou à ta meuf ou à ton meilleur pote, qu'est-ce qui a changé dans l'Arthur d'avant et l'Arthur... Alors peut-être pas de maintenant, parce que maintenant, tu es devenu champion du monde et tout, il y a plein de trucs, mais qu'est-ce que 2 ans ou 3 ans après que tu aies commencé l'apnée, qu'est-ce qui avait changé chez toi? C'était quoi les 2-3 trucs qui me diraient, là, Arthur, c'est plus le même, quoi? Moi, ça m'a vraiment transformé, ouais. Ça m'a vraiment transformé, justement. Je suis passé d'une vie de citadin, mal dans ses pompes, tu vois, sans vraiment de direction, on va dire, à ce que je suis devenu aujourd'hui. Je vais pas me jeter des fleurs, mais voilà. Et il y a vraiment eu une transformation. Ça m'a vraiment évolué. Ça m'a vraiment fait évoluer, ouais, bien sûr. Il y a eu un impact direct. D'accomplissement de soi, de réalisation de soi, dans un exercice difficile en plus. Donc, ça a renforcé ma confiance, ça a renforcé ma combativité, ça a renforcé mon état de bien-être général, je dirais. Et ça va très vite, quoi. Et surtout, c'est très quantifiable, quoi. Il y a vraiment un bond en avant. Et pour répondre à ta question, en tout cas, il y a donc déjà des effets liés à cet exercice très particulier, de réussir à dépasser, à dompter, à dépasser l'envie de respirer. Donc ça impacte énormément le pratiquant
sur le plan psycho-émotionnel, je dirais, de l'équilibre psycho-émotionnel, où il y a tous les effets que je viens de citer, mais il y a aussi beaucoup d'impacts qui sont liés à ce que j'appelle moi les facteurs contextuels de la pratique, c'est-à-dire le contact avec l'élément. Donc le contact avec l'élément, la pesanteur, le silence, la sensation de glisse, le tout en bloquant sa ventilation, ce qui reste assez symbolique, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez presque placentaire là-dedans. Et puis il y a aussi une espèce de dimension de soumission à l'élément, où on n'est plus du tout dans notre habitat normal, on arrête de se ventiler pour être dans un milieu qui n'est pas le nôtre. On se soumet à l'élément, en fait, on est en parfaite fusion avec lui. Voilà, et ce contact, ces facteurs contextuels, ce contact avec l'élément impacte aussi beaucoup, parce que c'est une situation dans laquelle on est forcé d'être sur le moment présent. C'est-à-dire qu'on est déjà coupé du monde extérieur, comme j'ai dit, en bloquant sa ventilation, en apesanteur, dans le silence, etc. Mais aussi, le cerveau, selon moi, passe dans un mode apnée. En fait. C'est-à-dire que par la force des choses, qu'on le veuille ou non, quand on met sa tête sous l'eau en arrêtant de se ventiler, on passe dans un mode différent. Ça d'ailleurs, il y a mon camarade Guillaume Néry, je crois, qui a fait pas mal d'expériences neuro là-dessus récemment, mais ça va sortir là prochainement. Mais je sais que, par exemple, les bébés nageurs, c'est ce que je dis souvent, les bébés nageurs, quand on a un bébé sous l'eau, il arrête spontanément de respirer. Et le bébé, lui, n'a pas le recul nécessaire pour comprendre qu'on va le mettre sous l'eau et qu'il faut qu'il arrête de respirer. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe archaïque, très ancré en nous, qui fait que quand on met la tête sous l'eau, on passe automatiquement dans un mode différent. Et ce réflexe-là, ce mécanisme, en fait, perdure à l'âge adulte, hein, ça ne marche pas que chez les bébés. Hein. C'est-à-dire que quand on se met sous l'eau, même si nous, on a le recul nécessaire pour comprendre qu'il faut qu'on arrête de respirer, ce mécanisme se met aussi en place. Et en fait, le cerveau passe dans un mode différent, où on est de facto centré sur soi, sur le moment présent. On est très éloigné de nos pensées de surface, de l'état dans lequel on était quand on était en surface, et en fait on plonge, sans mauvais jeu de mots, dans un mode différent. Voilà. Et ça fait beaucoup de bien. Et ça impacte beaucoup l'équilibre, justement. Et pour répondre à ta question, donc il y a vraiment les deux. Il y a l'aspect dépassement de soi dans la difficulté de l'exercice qui consiste à dépasser l'envie de respirer. Et il y a aussi les facteurs contextuels qui vont jouer beaucoup sur l'équilibre psycho-émotionnel. Mais là, on n'a pas encore parlé des impacts au niveau physio et physique. Hein. C'est vraiment, ça concerne que le psychique, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Donc, on va venir aussi à ces sous-jacents physiologiques, parce que je crois qu'en plus, toi, tu as fait la démarche de travailler en étant accompagné de médecins pour essayer de faire aussi un petit peu avancer la science sur tout ce qu'on comprend au travers de cobayes tels que toi. Mais sur cette capacité à utiliser le contact avec l'élément de l'eau pour rentrer plus facilement finalement dans cette espèce je sais pas si on peut appeler ça une bulle méditative, tu dirais que l'apnée rend l'atteinte de ces états de pleine présence, de pleine conscience, plus facile que le tapis de yoga, ou ça n'a rien à voir? Je pense, oui. Je pense que l'apnée, ne serait-ce que justement grâce aux facteurs contextuels de la pratique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, sans même forcément aller très très loin dans l'envie de respirer et devenir un athlète de haut niveau, voilà, un champion d'apnée, pratiquer à un niveau loisir impacte déjà beaucoup. Et justement, je pense que c'est très très lié justement au contact avec l'élément et au fait de se mettre sous la surface en arrêtant de respirer. Je pense que oui, il y a pratiquer à un niveau loisir a déjà énormément d'impact, et je pense que c'est plus facilement atteignable. Je parle des résultats concrets, hein, dans la vie de tous les jours, que
que la méditation ou le yoga. Moi, en fait, c'est l'ascension que j'ai eue très vite avec... moi, je fais de la méthode Wim Hof. Dans la méthode Wim Hof, bon, on utilise des petites tricheries, tout ça, pour pouvoir très vite rentrer dans l'apnée. Et puis, on utilise l'eau glacée comme un facteur également au-delà des bienfaits physiologiques que ça peut avoir. En tout cas, il y a un truc, c'est que la pleine présence dans l'eau glacée, c'est très simple. Parce que à l'instant où tu n'es pas présent, ben, tu souffres énormément. Et dès que tu commences à comprendre, tiens, là, il faut que je me ressente, il faut que je sois là, tout se passe très bien. Donc c'est comme un enfant qui apprend très vite avec carottes et bâtons, ça vient très vite. Et du coup, je trouve que c'est... en tout cas, la pratique de l'eau glacée, c'est un peu de la méditation pour les nuls, quoi. C'est-à-dire que quand tu n'es vraiment pas doué en médite et tu n'arrives pas à voir comment tu peux arriver à te mettre dans des états de centrage, on te met dans l'eau glacée, très vite, ça vient. Est-ce que tu as un peu cette même sensation d'accessibilité, de plus grande facilité à atteindre des choses qu'un quidam peut rechercher, mais il galère en médite, il n'arrive pas trop bien à sentir le truc? Est-ce que toi, de ton expérience d'avoir observé, j'imagine beaucoup de nouveaux praticiens qui se mettent à l'apnée, des déclenchements plus rapides, des prises de conscience plus rapides autour de toutes ces notions-là qui peuvent rester très vaporeuses pour les gens qui sont comme ça, très comportement alpha, pressé, surstressé, pas le temps pour ces conneries. Est-ce que le fait d'être dans une notion, un truc où c'est du dur, faut se dépasser, mais en même temps, la recette du dépassement, le contact avec l'élément fait que la seule solution est d'apprendre à être pleinement présent, relâché, conscient de ce qui se passe, ça aide ce type de personnalité à basculer, ou c'est des trucs que tu as vus? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, et encore une fois, c'est, comme je le disais, c'est malgré eux, quoi, par la force des choses, le contact avec l'élément, en fait, amène très vite à ça, quoi. Et donc c'est vraiment c'est-à-dire que on n'a même pas besoin de se concentrer pour essayer d'y arriver, quoi. C'est-à-dire que mettre la tête sous l'eau en arrêtant de ventiler, ça nous amène à ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose. C'est un process automatique sur lequel on n'a pas le contrôle. Voilà. Mais alors, du coup, ça pose une question quand même. C'est-à-dire que on aspire tous à, beaucoup aspirent à mettre le doigt sur une pratique qui leur permette d'arriver à se canaliser émotionnellement, se centrer, développer une plus grande confiance en eux, une plus grande maîtrise de leurs émotions, de leurs pensées. L'apnée semble cocher cette case, mais tout comme la méthode Wim Hof d'ailleurs, elle utilise des éléments contextuels pour rendre ça plus facile. Seulement après, quand tu enlèves les petites roues du vélo, est-ce que ça marche encore dans la vraie vie, ou il te faut à chaque fois être en slip dans l'eau pour arriver à réatteindre ces états, ou il y a une forme de transférabilité à la vie de tous les jours, ou c'est automatique, ça vient tout seul, ou ça se passe comment? C'est du taf? Oui, bien sûr, après ça ne résout pas tous les problèmes évidemment, mais il y a une amélioration significative, je pense, du quotidien assez rapidement quand on pratique régulièrement. Voilà, c'est-à-dire quand on est à 2 séances par semaine, par exemple, je pense que c'est déjà une bonne base. Non, mais en fait, même si concrètement une pratique n'apporte pas de bien-être sur du long terme, le fait d'avoir une pratique 2 fois par semaine qui nous fait du bien, c'est déjà quelque chose qui fait du bien. C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire, je ne sais pas comment expliquer ça, mais le fait d'avoir régulièrement un truc 2 fois par semaine où tu te dis putain tiens ça va être génial, je vais aller faire mon truc, ça va être cool, je vais me sentir bien sur le moment, etc. Même si c'est pas quelque chose qui fait que tu te sens qui marque pas d'amélioration significative de ton bien-être au quotidien, le fait d'avoir quelque chose 2 fois par semaine qui te fait du bien, ça améliore de toute façon ton quotidien parce que tu sais que ça va arriver et tu es content d'y aller, et puis voilà, ça te fait une activité sur laquelle tu comptes, et puis tu attends ce moment avec impatience, et puis au moment où ça arrive, c'est super bien, et puis tu es content d'y être allé après, etc. Et puis après, tu attends la prochaine séance avec impatience. Donc si tu veux, ne serait-ce que ça, déjà, ça fait du bien. Tu vois, même si... bon premier pas. C'est ce que je veux dire. Ouais, je sais. Et alors si, après, tu as envie d'être gourmand, et tu as envie d'avoir ces moments privilégiés, hebdomadaires, au cours desquels tu te retrouves et tu reconnectes à des sensations que la vie moderne ne t'offre plus, si en plus de ça, tu as envie d'en faire une vraie école de développement personnel, j'imagine que c'est comme n'importe quel truc. C'est-à-dire quand tu commences les arts martiaux, il y en a qui vont pour mettre des bourre-pifs et défoncer leurs voisins, et puis d'autres qui petit à petit se laissent
conquérir finalement par cette capacité à travailler l'interne, le fait d'apprendre à se connaître eux-mêmes et en font vraiment une vraie philosophie de vie. Toi, si voilà, on considère qu'au-delà de ces petits moments refuges sympas hebdomadaires, je suis débutant et j'ai envie de me mettre à l'apnée dans l'optique de me développer personnellement, d'aller travailler, renforcer ma confiance, ma force mentale, ma capacité à lâcher prise, à canaliser mes émotions. Quels sont des conseils, comment tu me conseillerais d'aborder le truc, de m'entraîner? L'idée, c'est de pratiquer régulièrement, déjà. Je pense que 2 fois par semaine, c'est une bonne base. 1 fois par semaine, ça permet juste d'entretenir, mais il n'y a pas vraiment de progression. Donc je pense que si on veut progresser et justement voir des impacts plus significatifs dans le quotidien en termes de bien-être, je pense que 2 fois par semaine, c'est une bonne base. 3 fois par semaine, c'est génial. Au-delà, je pense que c'est un peu beaucoup, parce que c'est quand même un sport qui est assez exigeant mentalement, hein, ça fatigue. Donc je pense que 2 fois par semaine, c'est bien. Voilà, entre 2 et 3 fois par semaine, c'est parfait. Là, il va y avoir une progression rapide, justement. Après, les conseils que je pourrais donner, c'est d'essayer de faire ça le plus possible pour soi, et non pas pour essayer de faire mieux que son voisin. Et d'essayer d'intégrer la notion de réalisation dans la difficulté. Ouais. Voilà, c'est-à-dire d'accepter que le fait de faire des trucs durs ne nous tue pas, mais nous rend plus forts. Okay. Et ça, c'est un concept assez intéressant, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Et quand on a l'habitude quand on prend l'habitude petit à petit de réussir à se dépasser dans la difficulté, en faisant de l'apnée par exemple, même s'il n'y a pas que de la difficulté en apnée, attention, il y a beaucoup de plaisir aussi. Hein. On n'est pas là que pour se battre dans l'envie de respirer, il y a aussi beaucoup de plaisir. Hein, c'est aussi beaucoup ça quand même. Hein. Pas tout le temps sur des apnées où on sort limite. Avec les lèvres bleues et très hypoxiques. Voilà, non, on peut pratiquer l'apnée à un niveau loisir en restant dans sa zone de confort, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il n'y a pas que de la difficulté, mais le fait de réussir régulièrement à se concentrer, à se mettre dans sa bulle, à partir en apnée, pourquoi pas justement à explorer un petit peu l'envie de respirer, à essayer de se dépasser dans cet exercice, en fait ça renforce. Ça renforce, ça rend plus fort. Et très vite au quotidien, ce que je disais tout à l'heure, c'est voilà, plus de facilité à gérer le fait de sortir de sa zone de confort dans un truc au boulot, dans une problématique, je sais pas, avec des collègues ou je sais pas, dans des challenges qu'on peut avoir au quotidien, quoi, tu vois. Et en fait, ça se répercute très vite. C'est-à-dire que je me concentre 2 secondes, je me mets dans mon truc, je réfléchis, ok, je me concentre, je respire, et puis ça va bien se passer, et puis en fait, voilà, ça passe, quoi. Du coup, c'est quoi ces drills, finalement? C'est-à-dire que j'arrive, je sais que m'arrêter de respirer va provoquer un énorme stress physiologique qui va être relayé par une grande détresse émotionnelle, des pensées négatives, pareil. Donc, tout ce mécanisme va se mettre en branle. Comment est-ce que, je dirais, quand tu décomposes ça analytiquement, quel est le travail que tu fais qui t'apprend à reconnaître ce mécanisme et le déjouer, apprendre à le reconnaître, à le domestiquer? Qu'est-ce que tu fais en fait pendant que ce truc-là monte? C'est quoi? C'est de la relaxation? C'est une concentration sur certaines zones du corps? C'est un discours interne? C'est quoi le processus que tu travailles encore et encore pour petit à petit domestiquer tout ça? Là, on parle d'apnée extrême, hein, encore une fois. C'est pas du tout ce que pratiquent 90% des licenciés, c'est-à-dire on n'est pas dans l'apnée plaisir, on est dans l'apnée extrême. Quel est le process pour réussir à accepter ça et à le dépasser? C'est beaucoup lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire réussir à déconnecter un petit peu les pensées, à déconnecter le cerveau. Donc il y a tout un échauffement qui est lié à ça. Hein. Je me prépare pendant 2 heures avant une grosse performance. Après, ça peut nous arriver même à l'entraînement de faire des trucs très durs, c'est-à-dire où là il n'y a pas de préparation pendant 2 heures avant. On arrive à la piscine, on se met dans l'eau, puis on part. Où là il peut y avoir déjà des trucs très durs. C'est vraiment...
Je crois que c'est un exercice, c'est comme tout, en fait, c'est un entraînement de réussir à supporter des trucs difficiles dans l'effort. En fait, c'est vraiment un entraînement. Le cerveau, au début, il n'est pas habitué, donc il accepte pas. Et puis petit à petit, on commence doucement, et puis on va de plus en plus loin, et au final, à la fin, on arrive régulièrement à aller très loin. Et en fait, c'est vraiment un entraînement mental, quoi. C'est entraîner le cerveau à ce type de difficulté. Et c'est lui ensuite qui va donner le feu vert pour continuer et pas craquer, quoi. Mais c'est vraiment un truc, une question d'adaptation et d'entraînement progressive, lente, dans le temps. Voilà, où on va petit à petit de plus en plus loin et on apprend petit à petit à notre cerveau à gérer de mieux en mieux ce type d'effort. Alors notre cerveau et notre corps aussi, hein. Il y a le corps aussi, la physio et le corps qui va avec, hein, bien sûr, mais c'est avant tout mental, l'apnée, donc c'est vraiment avant tout un effort mental et c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est difficile d'en dire plus en réalité, hein. Il n'y a pas vraiment de technique, de recette miracle par rapport à ça. C'est un entraînement qui a été long et difficile pour en arriver là, où j'ai formé mon cerveau à encaisser ce genre de stress et ce genre d'effort, quoi. Mais est-ce qu'il y a des choses, quand tu prends ces 2 heures pour te préconditionner afin que ce soit plus simple d'avoir un cerveau déconnecté? Si je prends par exemple ma pratique, qui est, puisque dans la méthode Wim Hof, l'apnée occupe une part importante également, je sais que je vais pouvoir tirer des contrastes assez clairs entre débarquer et commencer à... Alors nous on utilise la tricherie de l'hyperventilation, mais commencer mon hyperventilation et ensuite partir en apnée, le faire à sec comme ça, voilà, j'aurais du mal à canaliser mes pensées et pour peu que le cerveau, une fois de plus, tourne en boucle, ben hop, tout de suite j'exploserai. Alors que si je commence d'abord par voilà, faire une phase où je vais allonger mes respirations pour petit à petit les amener de plus en plus lentes, pouvoir faire rentrer vraiment ma conscience sur le mouvement corporel qui accompagne la respiration, et puis petit à petit commencer à me concentrer sur certaines zones du corps, et puis là, une fois que je me sens prêt, que je sens qu'il y a plusieurs couches qui se sont agrégées au-dessus de moi, là je vais commencer à hyperventiler, enfin je vais passer par un certain nombre d'étapes qui vont me permettre d'aller plus facilement dompter ces pensées parasites, parce que la difficulté cognitivement de dire « ne pense pas à ça », c'est que c'est une injonction pour le cortex préfrontal et que donc on ne le déconnecte pas. On ne peut pas le convaincre de « relaxe-toi » ou « ne pense pas », ça marche pas comme ça. On est obligé de trouver des moyens dérivatifs, et donc je m'intéresse à quels sont les moyens dérivatifs, les phases que tu emploies toi pour te mettre dans les bonnes conditions qui te permettent de ne pas avoir à passer par la case du discours conscient, parce que sinon, dans ce cas-là, ça merde. Là, allez, conscience, allez, tiens encore, ça menait nulle part, ça. Par quoi tu passes? Il y a 2 heures de prépa. Ça, c'est vraiment avant les grosses performances, hein, avant les tentatives de record ou avant les passages en championnat du monde sur des grosses performances. En gros, il y a 2 heures. Il y a 2 heures pendant lesquelles je vais passer par une première phase où je vais faire beaucoup de visualisation. Okay. C'est-à-dire je vais marcher le long de la piscine ou le long du track sur la glace et où je vais me regarder nager en fait dans l'eau et m'imaginer à cet endroit-là passer et puis avec les différentes sensations qui vont arriver, l'envie de respirer, la difficulté musculaire, les pensées parasites justement, voilà, et je vais m'imaginer tout ça jusqu'à la fin. Dans ta visualisation, tu ne fuis pas les étapes difficiles, tu les anticipes, non. Tu visualises la difficulté et tu la rends kinesthésique. Exactement, je visualise la difficulté, toutes les étapes, hein, la mise à l'eau, la ventilation, le départ, la zone de confort, l'envie de respirer qui arrive, la zone de travail, que j'appelle ça comme ça, sur laquelle on a envie de respirer, l'approche du but, la sortie, le protocole, la validation du protocole. Vraiment, je m'imagine tout et je visualise comme ça en temps réel la performance. Je le fais 2-3 fois au moins. Voilà. Je visualise vraiment tout et ça va vraiment déjà préparer une visualisation comme ça sur. Tu parles d'une séquence par rapport à ton record qui va s'étendre sur, y compris la marche, la sortie. On est en train de parler d'1 quart d'heure.
Oui, c'est ça, un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Chaque phase de visualisation, tu la concentres sur combien de temps? Tu déroules sur combien de temps? C'est un travail très rapide? En temps réel, c'est-à-dire ça dure 2 minutes 30 pour le coup. Je marche pendant 2 minutes 30 sur le track, à peu près à ma vitesse de nage, quoi, voilà. Si ça dure un peu plus longtemps, c'est pas grave, mais l'idée c'est d'essayer d'être un petit peu en temps réel. Et le long d'une piscine, ça va durer jusqu'à presque 5 minutes sur 220 mètres à la brasse, 4 minutes 30 sur mon 300 mètres à la monopale, par exemple, où voilà, je nage le long du bassin, puis je fais des allers-retours en marchant et en imaginant les sensations arriver. Voilà, et c'est vraiment ça, c'est de la visualisation. Je prépare mon cerveau à l'épreuve qui va suivre, quoi. En gros, c'est ça. Et comme ça, après, une fois que je suis dans l'eau, je sais ce qui est en train de m'arriver, c'est pas une surprise. Et je l'ai déjà vécu quelque part, presque. Voilà, ça c'est une première chose. Après, je vais faire quelques étirements parfois, ça m'arrive, notamment thoracique, donc assouplissement de la cage. Ensuite, je vais, pour le coup sous glace, je vais me charger en chaleur dans un sauna ou une chambre chauffée. Ça va durer voilà, à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite, je vais près du trou de départ sur la glace, où là je vais dans une petite tente qui a été montée à côté. En bassin, en piscine, sur les championnats, ça va être un tapis de yoga pas loin de la zone de départ, on va dire. Et là, je rentre dans une dernière phase, on va dire, qui va être une phase de préparation à l'apnée, où je vais faire toute une série d'exercices de ventilation, de respiration, et d'exercices d'apnée, déjà au sec, qui vont en fait échauffer mon apnée, tout simplement, qui vont échauffer ma tolérance à l'hypercapnie et ma tolérance à l'hypoxie aussi, et où je vais pendant 45 minutes, 1 heure, enchaîner en fait une série d'exercices de respiration et de rétention d'apnée. Quelle est la logique de construction de ces exercices? C'est-à-dire, dans le séquencement, tu vas travailler d'abord l'hypercapnie avant de travailler l'hypoxie? Est-ce que pas du tout? Quelle est la logique de préparation? Une fois de plus, je pense que cette question de l'apnée nous intéresse beaucoup, parce que nous-mêmes, on joue aux apnéistes en utilisant voilà, juste la descente du CO2 en amont, ce qui nous permet de pouvoir faire l'économie d'un travail vraiment très pointu. Mais je trouve ça intéressant aussi, pareil, dans la perspective d'enlever les petits trous du vélo auprès d'un pro, de voir comment, quand on ne peut pas se permettre de tricher, on ne peut pas se permettre en compétition ou même en apnée dans l'eau d'utiliser l'hyperventilation, c'est beaucoup trop dangereux. On est obligé d'en savoir plus et de rentrer plus profondément dans la compréhension physiologique des mécanismes respiratoires, comment et pourquoi travailler l'hypercapnie, l'hypoxie, l'hypocapnie en amont ou pas. Donc, quelle est la logique de travail, les fondations que tu utilises pour préparer le corps à la maximisation de l'apnée? C'est quoi tes enchaînements et tes exos? C'est une vaste question, c'est une très très vaste question et qui diffère beaucoup déjà selon les apnéistes, parce que on n'a pas tous le même profil. Scientifique sur la meilleure approche, c'est chacun son truc. Alors, ouais, je vais t'expliquer, il y a vraiment des profils très différents. Déjà, pour répondre à ta question sur la méthode Wim Hof, effectivement, la méthode Wim Hof, il y a beaucoup d'hyperventilation et on part sur des apnées poumon vide en l'occurrence, avec des grosses récup entre chaque. Donc c'est plutôt un travail hypoxique, on va dire. Donc en tout cas de moi, ce que j'ai vu de la méthode Wim Hof, c'est plutôt un travail hypoxique où justement on va augmenter énormément la zone de confort, repousser un maximum l'envie de respirer, être sur des apnées poumons vides. Alors ça permet de faire des apnées longues avec un gros zone de confort, ce qui est quand même très agréable. C'est pour ça que c'est agréable d'ailleurs la méthode Wim Hof. Mais nous, on est plutôt dans un schéma différent, effectivement, où on va vraiment s'acclimater au CO2 et où on va justement être dans le schéma inverse, c'est-à-dire essayer de supporter l'envie de respirer, donc essayer de s'y confronter et de s'entraîner à supporter l'excès de CO2. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait en début de saison, c'est ce que je disais tout à l'heure, où on est vraiment sur un schéma d'entraînement hypercapnique, donc on va faire des apnées relativement courtes,
mais déjà assez longues quand même. En tout cas, avec des temps de récupération très courts. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on va faire des séries, par exemple, d'apnée, des séries de 25 mètres, ou des séries de 50 mètres, avec des petites palmes de nage, par exemple, avec des temps de récupération très courts, ou des temps de récupération qui vont même diminuer parfois. On va faire des pyramides hypercapniques, des séries hypercapniques, on appelle ça comme ça, où on va avoir, par exemple, tu vois, une distance donnée, qui va rester la même distance, mais avec des temps de récupération qui diminuent, tu vois, par exemple. Donc voilà, ça c'est une table hypercapnique classique. Donc ça c'est vraiment ce qu'on fait en début de saison pour justement améliorer la tolérance à l'hypercapnie, améliorer la tolérance au CO2. Nous, on choisit d'augmenter notre zone de confort de cette manière, c'est-à-dire en améliorant la tolérance au CO2, et non pas en hyperventilant, qui est la solution de la facilité, effectivement, la solution du danger, malheureusement, et la solution un petit peu de la flemmardise, on va dire, concrètement. La solution de la triche, un peu. La vraie solution, la voie du guerrier, hein, pour reprendre les termes de Paulo Coelho, la voie du guerrier, c'est vraiment de travailler l'hypercapnie. Ça, c'est la voie noble. On va repousser de plus en plus notre tolérance au CO2 et on va augmenter de plus en plus cette zone de confort. Je t'interromps une seconde. Tu m'as vu friser là, peut-être en photo. C'est parce que j'ai plus de batterie. Oui. Dans 2 secondes, je change la batterie de la cam. Ça marche. Je te vois en deux. Tu me vois en deux. Ok, d'accord. Enfin, moi, ça me dérange pas, hein, c'est tout. Je prends un peu beaucoup de place là quand même. Alors attends, comment je vais gérer ça? Donne-moi 2 secondes. Et voilà. Et ça y est. Je sais absolument pas quel bouton j'ai touché, mais tout va bien. Désolé de t'avoir interrompu pour les considérations techniques. T'en étais au fait que nous, on était des fiottes et vous étiez des bons. Non, pas du tout. Je suis complètement raccord avec toi avec le fait que le gros avantage de la méthode Wim Hof est de rendre très accessible un travail qui est hyper intéressant, mais qui pour ensuite être d'autant plus transférable à la vie quotidienne, mérite après cette introduction d'aller être réellement travaillé pour que les bénéfices soient réellement au rendez-vous derrière aussi, si on veut vraiment maximiser les bénéfices. Au-delà du simple fait de pouvoir avoir chaque instant où on se fait du bien, on pourra parler aussi des bénéfices médicaux quand même, parce que le travail de l'hypoxie intermittente est très très porteur, mais si vraiment on veut aller chercher la dynamique mentale, je suis d'accord avec toi, faut aller chercher les exos qui vont avec. Donc je t'en prie, continue. Voilà, selon moi, la meilleure manière d'arriver à repousser sa zone de confort, c'est de travailler l'hypercapnie. L'hyperventilation est totalement proscrite en club à un niveau loisir, et que c'est vraiment quelque chose qu'on pratique soit à très haut niveau en compétition, soit c'est quelque chose qui est toléré sur des séries hypercapniques aussi, quand on s'entraîne en hypercapnie et qu'on a des temps de récupération très courts, où on a le droit évidemment d'activer la ventilation pour récupérer quand on a 10 secondes de récup entre 2 et 50 mètres avant de repartir. Bah oui, là on a le droit quand même de ventiler. Mais il y a très très peu de risques, parce que le taux de CO2 crève le plafond, et donc on ne va pas tomber en hypocapnie avant de partir pendant 10 secondes de récup, il n'y a aucun risque. C'est sur des séries hypoxiques où il est formellement interdit d'hyperventiler, quand on a des grosses récup, des gros temps de récup, où justement on a le temps de se décharger en CO2. Là, il est interdit d'hyperventiler, justement au risque de passer en hypocapnie avant de partir, ce qui va en fait repousser très très loin l'envie de respirer, parce qu'en fait en hyperventilant on va passer à une saturation, on va faire baisser artificiellement la saturation en CO2, on va passer on va être en hypocapnie avant de partir, et en fait ce qui donne envie de respirer quand on est en apnée, c'est la saturation en CO2, c'est pas la désaturation en O2. En revanche, ce qui est dangereux, c'est la désaturation en O2, c'est pas la saturation en CO2. Mais la nature est bien faite, en général, le taux de CO2 qui augmente nous donne envie de respirer avant que le taux d'O2 ait passé un seuil critique, qui va provoquer une syncope éventuellement. Donc on peut saturer en CO2, ça c'est pas dangereux, il n'y a aucun souci là-dessus. Et en général, on a envie de respirer, clac, avant que le taux d'O2 ait passé un niveau critique et qu'on risque justement la syncope. En hyperventilant. Si je reformule une seconde, cette partie qui peut être plus technique, ce que tu es en train de dire, c'est que on ressent la compulsion, le besoin irrépressible de respirer bien avant qu'on soit réellement en danger, parce que ce besoin est drivé par
les taux de CO2 qui montent pendant l'apnée. Mais pendant ce temps-là, lui, l'oxygène diminue pas si vite que ça, donc il n'est pas encore dans la zone où l'approvisionnement des cellules serait trop pauvre en oxygène pour provoquer des lésions irréversibles. Donc, en fait, tout le travail sur le CO2 consiste à apprendre à accepter le fait que c'est un signal du corps qui me dit que je vais mourir, mais en fait non, donc cool Raoul, et ça va aller. Ce travail, un apnéiste comme toi, vous pouvez, entre le moment où tu sens que tu as vraiment envie de respirer et le moment où tu vas re-respirer, il peut s'écouler combien de temps quand on apprend à maîtriser ça? Alors, la zone de travail, comme je l'appelle, peut être très très longue. La zone de confort, en tout cas pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a différents profils. Pour moi, la zone de confort est assez courte et la zone de travail est assez longue. Donc, j'ai envie de respirer environ entre 50 et 75 mètres et je peux aller à 300. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Oh, donc, la zone de travail est très très longue. La zone de travail est très longue. Après, le risque de l'hypoxie profonde, il n'y a pas vraiment de lésion irréversible. Hein. C'est vraiment la syncope. C'est la syncope, donc il va y avoir une perte de connaissance, et puis on va revenir à nous après une trentaine de secondes. La syncope est plutôt bénigne a priori, même si on n'a pas vraiment de recul sur ce que ça peut faire au niveau neuro, sur des syncopes à répétition, mais je pense que c'est pas très très bon, c'est sûr, mais a priori, les quelques apnéistes qui ont fait quelques syncopes vont très bien, il n'y a pas de souci. Mais alors, ce qui rend ton cas, on va dire, d'autant plus intéressant, c'est que toi, tu as envie de respirer donc très vite. C'est-à-dire que tu passes très longtemps en travail vis-à-vis de cette compulsion. C'est-à-dire que on parle de plusieurs minutes là. Hein. Et est-ce que cette compulsion, cette envie de respirer va crescendo? Est-ce qu'elle est stabilisée? Quelle est la partie que tu arrives à neutraliser par le travail de tolérance physiologique à l'hypercapnie? Et quelle est la partie qui est purement mentale? Comment tu fais pour arriver dans ces moments-là, justement, à pas commencer à paniquer? Tu te centres sur quoi? Sur quelles sensations? Enfin, parce que les sensations du corps sont pour le coup plutôt désagréables, j'imagine. Alors effectivement, j'ai beau faire tout l'entraînement en hypercapnie que je veux en début de saison et tout l'échauffement en hypercapnie que je veux avant ma performance dans les 2 heures qui précèdent. De toute façon, l'envie de respirer va finir par arriver chez moi, voilà, entre 50 et 75 mètres, maximum à 100 mètres, avec ma monopale, mais c'est vraiment c'est exceptionnel. Et effectivement, je vais avoir du coup une envie de respirer qui va arriver et qui va perdurer jusqu'à la fin de la performance, donc pendant la plus grosse partie de la performance. À partir sur ma performance à 300 mètres en bassin en monopale, par exemple, à partir de 150, 175 mètres, l'envie de respirer a atteint un paroxysme. Elle pointe le bout de son nez aux environs des 75 mètres. Entre 75 et 100, elle se met en place concrètement. À 100 mètres, elle commence à être vraiment, vraiment très, très difficile à supporter. Et à 150 mètres, les capteurs sont stressés au maximum, l'envie de respirer atteint son paroxysme, et il va falloir réussir à endurer ça pendant encore 150 mètres, c'est-à-dire on n'est qu'à la moitié de la perf. Wow. C'est pour ça que le virage aux 150 mètres, sur ces performances en monopale, en bassin, est vraiment le virage le plus difficile, enfin c'est l'instant le plus difficile de la performance. C'est là où il reste la moitié à parcourir, où on est déjà au maximum de la difficulté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, si je craque sur une performance, si je fais une contre-perf, je sors en général à 150 mètres. Ouais. C'est là où les quelques fois où j'ai craqué en compétition, en général, c'était à 150 mètres que je craquais. Si j'arrive à passer les 150 mètres, en général, je vais au bout. Donc en fait, le schéma d'une performance, c'est top départ. Il y a une zone de confort, une première zone qui va durer jusqu'à environ 75 mètres. Ensuite, il y a une zone de transition, moi j'appelle ça comme ça, une phase de transition qui va durer d'environ 75 mètres jusqu'à 100, 125 mètres à peu près. Ensuite, à 125 mètres, l'envie de respirer est clairement installée et très forte. À partir de 100, 125 mètres. Ça va durer jusqu'à 150 à peu près. Où là, on atteint un paroxysme à 150. À 150, on rentre dans une quatrième phase, on va dire, qui est vraiment une phase qui est la phase la plus difficile, qui va durer jusqu'à
à peu près 250 mètres, de 250-275. Là, c'est vraiment la phase critique et c'est la plus longue. C'est la plus dure mentalement. Où c'est vraiment là qu'il faut être un guerrier et qu'il faut déconnecter le cerveau, clairement. La difficulté est énorme, il reste beaucoup à parcourir. Voilà, c'est très très dur. Ça dure jusqu'à à peu près 225-250. Voilà, on va dire. Allez. Et au virage à 250, si j'ai réussi à aller jusque-là, là je suis dans une phase finale, on va dire, qui est une phase de réalisation en fait, où la fin approche, l'objectif approche, et du coup mentalement, même si physiquement c'est atroce et que l'envie de respirer est énorme et au maximum, en fait, j'ai plus que quelques coulées à faire avant de sortir, donc quelque part mentalement, ça redevient moins dur. Je suis sur la fin de l'effort. Cette phase immonde là, comment tu la gères? Pendant cette phase-là, t'es très genre concentré, t'es très présent, relâché, tu travailles avec quel objectif finalement? C'est d'être hyper centré, genre effet tunnel, je pense à rien, ou au contraire je suis très connecté à mon corps, à l'élément. C'est parce que moi j'ai souvent observé enfin en tout cas aussi bien en méditation que pendant les phases d'hypoxie, on peut vraiment avoir ces deux dynamiques, la dynamique de la concentration et la dynamique de la présence. Être très aux manettes à vouloir canaliser et trier, aiguiller tout ce qui te passe par la tête et dire non ou oui ou non, ou au contraire être très présent et te laisser envahir, passer par toutes les sensations. Et là, cette capacité, je trouve, à varier ces deux trucs-là au bon moment, va faire que tu vas pouvoir justement maintenir tes apnées longtemps, garder cette espèce de disponibilité, enfin de non-intrusion cognitive. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises aussi, ou t'es que l'un, que l'autre? C'est quoi la dynamique là-dedans, quoi? Oui, c'est exactement ça. En fait, au moment où on rentre dans cette phase après 150 mètres là, qui est la plus difficile, en fait, c'est vraiment rester focus le plus possible sur la technique, c'est-à-dire avoir une bonne nage, être focalisé sur ses mouvements, sur le rythme qu'on a, essayer d'être efficace, essayer de ne pas accélérer, de rester constant sur sa vitesse de nage. Voilà, enfin c'est vraiment ça. Et le temps qu'on se dise ça, bah tiens, pouf, on est déjà à 175, on va passer la ligne rouge au fond. Ah bah tiens, je suis déjà à 175, allez, je continue, j'essaie de rester concentré sur ma nage. Je vais bientôt arriver au mur, allez, c'est dur, je laisse le cerveau de côté, quoi qu'il arrive, je tourne à 200, quoi qu'il arrive, clac, clac. Et le temps qu'on se soit dit tout ça, paf, tiens, bah, je suis au mur à 200, allez, je tourne. Et en fait, c'est exactement ça. Et après le virage à 200 pour aller à 250, bah c'est putain, j'ai déjà fait 200 mètres. C'est pas pour m'arrêter là, c'est débile quoi. Je peux pas m'arrêter à 215 mètres, c'est ridicule. J'ai été aussi loin, j'en ai chié autant, c'est pour au moins aller à 250 quoi, faire un truc honorable quoi. Donc c'est exactement ça. Et là, pareil, je me remets dans le rythme, dans mon ondulation. En plus c'est une ondulation, donc c'est un truc assez c'est assez cyclique, tu vois, comme mouvement, quoi. T'es vraiment dans un truc très cyclique où tu fais gaffe à ton rythme, à ta technique. Clac, paf, la ligne rouge des 225, elle passe sous les yeux. Putain, je suis déjà à 225, génial. Allez, j'en ai plus pour longtemps à souffrir. Je me concentre, clac, les 250 arrivent assez vite, en fait. En plus de ça, l'hypoxie, elle fait perdre un petit peu la notion du temps et le temps passe un petit peu plus vite. Et du coup, au virage à 250, après, bah, je rentre vraiment dans cette phase finale, en fait, où là, vraiment, j'essaye là pour le coup de rester très présent à mes sensations, de pas partir en fait en syncope, c'est-à-dire vraiment essayer de rester très présent à ce que je fais, très conscient de mes sensations, de ma présence d'esprit, quoi. Et là, je me laisse glisser, en fait. J'essaie de ralentir un petit peu ma nage pour me laisser glisser jusqu'au mur des 300 mètres. Quand la ligne rouge des 275 passe, je suis déjà presque en train de savourer la victoire. Et en fait, je me laisse glisser vraiment jusqu'au 300 en essayant juste d'être le plus présent possible à ce que je fais en essayant vraiment de ressentir les signes d'hypoxie profonde pour pas tomber en syncope. C'est vraiment ça, et focaliser sur le fait de toucher le mur et de sortir à 300. En gros, c'est vraiment ça le cheminement.
C'est un truc aussi simple que ça. Et là, tu vois, sur les derniers 25-30 mètres, les pensées parasites, c'est pas grave, elles peuvent arriver. Là, de toute façon, elles m'atteindront plus. Là, je suis dans la réalisation déjà, tu vois. Je peux me laisser envahir, mais en fait, je me laisse même plus envahir par des pensées parasites à ce moment-là. Je me laisse envahir par des pensées de victoire, de joie, de réalisation. Je suis presque déjà dans la célébration, quoi. C'est génial parce que c'est d'une finesse dans justement le maniement de ce que tu pourrais appeler justement, et là on le voit bien, une gymnastique mentale. C'est en tout cas moi ce que j'ai retiré comme leçon de ma pratique pour la vie de tous les jours, c'est cette notion de longueur de la laisse, ce que j'appelle longueur de la laisse, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est très bien que le mental parte, ça nous apporte beaucoup, les pensées sont plus ou moins positives, donc autant les laisser venir, et puis il y a d'autres moments où il faut se rendre compte que plus on laisse de l'espace au mental, plus il nous met dans la détresse, et là, il faut vraiment raccourcir la laisse et le contraindre énormément et le laisser dans le corps ou lui donner quelque chose à bouffer pour que il part pas dans tous les sens. Il y a cette notion vraiment de trouver la bonne distance systématiquement, et c'est fou comme tout l'exercice que tu décris est un exercice qui consiste à constamment tromper le réflexe naturel du mental pour lui faire voir les choses sous un angle différent, lui donner plus de court terme, lui faire voir ce qui s'est passé déjà avant une fois que ça vaut le coup, pas pendant les 25 premiers mètres, et ensuite lui faire oublier les phases suivantes, ou au contraire lui donner beaucoup d'espace pour les mentaliser. C'est un vrai jeu c'est du domptage, quoi, finalement. Ça, oui, on apprend à dompter, à dépasser cette envie de respirer et à la gérer du mieux possible. Finalement, c'est assez, je dirais, c'est assez outillé, c'est assez analytique dans ce que tu décris comme approche. C'est-à-dire que tu es quand même dans une grande conscience de ce qui est en train de se passer, une grande régulation consciente du mécanisme. Tu as le joystick, tu es à la manœuvre. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, face à des difficultés comme ça, il y a ça à faire, c'est pareil, c'est dans 300 mètres, oh là là, si je commence à regarder le mur, tu t'arrives à recruter ces notions-là, ces réflexes-là, ou ce que tu as travaillé, et à l'appliquer de façon aussi consciente? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est vraiment un schéma. Oui, c'est vraiment un schéma mental, un exercice que j'arrive à reproduire, je pense, dans mes défis du quotidien, qui sont souvent moins challengeants qu'un 300 mètres en bassin ou qu'un 105 mètres à la brasse en combinaison. Donc, somme toute, c'est souvent moins compliqué à gérer. Mais oui, ça m'arrive de me reprojeter un petit peu là-dedans quand j'ai des trucs à gérer qui sont un peu challengeants. Tu nous as parlé donc du fait que il y avait toute une partie entraînement à l'hypercapnie, voilà, qui était importante pour justement aller... C'est ce travail autour de l'hypercapnie que vont faire les apnéistes, j'imagine y compris les apnéistes de loisirs, pas jusqu'à ce que tu fais toi, mais en tout cas vont avoir directement, on voit comment c'est corrélé, un effet de bord sur le fait de dompter le mental et la mécanique du mental pendant qu'il est sous pression et pendant qu'il est dans la difficulté. Ça va être très intéressant sur ça. J'imagine qu'il fallait aussi avoir une composante de bénéfices physiologiques. Il y a aussi un travail sur l'hypocapnie, c'est-à-dire le travail où on va laisser vraiment la courbe d'oxygène, laisser le corps s'alimenter avec très peu d'oxygène, d'hypoxie, avec trop peu d'oxygène par rapport à ses besoins normaux. Est-ce qu'il y a des bénéfices pour toi de ce travail en hypoxie, pour quiconque ne cherche pas de perte de 300 mètres Oui, c'est intéressant, c'est que quand on pratique l'apnée régulièrement, on va sécréter plus de globules rouges. Donc on a un meilleur transport de l'oxygène d'une manière générale. On est mieux oxygéné, comme si on vivait en altitude un peu. On est mieux oxygéné et on est plus tolérant au CO2. Et donc en fait, dès qu'on va faire du sport, on va être sensiblement plus à l'aise. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apnée est un élément qui peut être très très important, intéressant à inclure dans des programmes d'entraînement, notamment chez des sportifs de haut niveau ou des sportifs, d'ailleurs, n'importe quel niveau, mais sur des sports de demi-fond ou de fond. C'est qu'on va avoir, je pense, une amélioration significative des performances et de l'aisance, ne serait-ce que d'un point de vue de la tolérance à l'hypercapnie, et d'ailleurs de la tolérance à l'hypoxie aussi, parce que les deux sont importants à ce niveau-là pour des sportifs d'autres disciplines. Voilà. Alors ça concernera, je pense pas, les sportifs qui pratiquent des disciplines dans tout ce qui va être anaérobie à lactique, tout ce qui est sprint, sprint,
haltérophilie. Oui, effort violent immédiat, où on n'est pas sur voilà, on n'aura pas besoin, l'apnée ne va pas jouer un grand rôle là-dedans. Mais à partir du moment où on sera dans autre chose, dans du lactique ou de l'aérobie, du travail aérobie, là on va avoir, je pense, des impacts très intéressants si jamais on inclut des phases du travail en apnée en fait dans la préparation. Quoi. Voilà, il y aura vraiment des impacts intéressants. J'en discute déjà pas mal avec des sportifs. Ouais, il y a eu des. Voilà, je pense que c'est quelque chose que je développerai même peut-être à l'avenir avec certains athlètes. Voilà, j'en ai discuté déjà un petit peu pour des pilotes de Formule 1, pour des joueurs de foot, ce genre de choses. Il y a, je pense, des trucs assez intéressants à mettre en place. C'est plutôt l'aspect physio, l'aspect mental qui les intéresse? Je pense que Louis a le plus de potentiel dans les deux. C'est l'aspect physio et l'aspect mental, les deux. L'aspect physio, très intéressant par rapport à ce que je viens de dire, et l'aspect mental, bien sûr, qui peut jouer beaucoup avec certains exercices de respiration qui peuvent être mis en place pour abaisser les niveaux de stress et qui fonctionnent vite et bien. Un exercice simple d'accès que tu recommanderais aux gens justement pour l'abaissement du niveau de stress, que toi tu utilises facilement? Oui, la cohérence cardiaque par exemple, c'est un truc qui marche assez bien. La respiration au carré, un truc qui marche assez bien aussi. Donc ça, c'est vraiment des exercices de base qui peuvent être mis en place très facilement. Si on a du mal à s'endormir, si on a un événement stressant, on a besoin d'abaisser le niveau de stress avant quoi que ce soit, de prendre 5 minutes, de faire 5 minutes de cohérence cardiaque et derrière 3-4 minutes de respiration au carré sur des carrés de 10 secondes. Ça, c'est très bien. La cohérence cardiaque, on peut la faire sur 5 secondes, c'est parfait. Inspi égale expi égale 5 secondes pendant 5 minutes, ça marche très bien avec un timer. Il y a des timers qui existent d'ailleurs pour ça peut se télécharger. La respiration au carré, voilà, faire quelques carrés de 10 secondes ou même de 15 secondes si on est à l'aise. Voilà, ça fonctionne très très bien, ça dure, voilà, il y en a pour moins de 10 minutes. Et déjà, ça peut vraiment faire la diff sur son état de stress, quoi. Et pour un moment où tu es vraiment dans le dur, où tu sens que c'est déjà monté, tu es déjà dans les tours, tu n'as même pas la possibilité de vraiment rattraper une inspiration-expiration propre, est-ce que tu as des techniques de décompression soudaine? Ouais, vraiment une belle inspi qu'on bloque et une expi longue derrière sur 20 ou 30 secondes. Ça marche très bien. Tu prends une inspi, tu la bloques 5 secondes, et puis tout doucement tu vas vider sur 20 ou 30 secondes. T'en fais 2 ou 3 comme ça, déjà tu vas voir, ça va bien lâcher, et puis derrière tu peux enchaîner sur un peu de cohérence cardiaque, et puis un peu de ventilation au carré, et ça va. En fait, la ventilation, c'est dans le cercle vicieux des crises de stress, ou des crises d'angoisse, ou des crises d'anxiété, ou autres, qui va être en fait un emballement. Ouais, en fait, c'est les pensées qui vont influer sur le rythme cardiaque, qui va influer sur la ventilation. Et tout ça, en fait, est un cercle vicieux qui s'entretient, c'est-à-dire qu'on a une pensée négative ou stressante qui va en fait venir augmenter notre rythme cardiaque. Le rythme cardiaque augmentant, ça va augmenter notre rythme ventilatoire. Le rythme ventilatoire augmentant, ça va faire effet boule de neige, ça va augmenter le rythme cardiaque, qui va réaugmenter les pensées négatives. Enfin, en fait, tout ça est un cercle vicieux qu'il est difficile de casser, sauf avec la ventilation. La ventilation, en fait, est la donnée dans ce cercle qui est la seule, presque je dirais, ou en tout cas celle sur laquelle on peut influer le plus facilement. C'est-à-dire qu'on peut réguler sa ventilation si on ne peut pas réguler son rythme cardiaque ou ses pensées négatives. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, la ventilation est vraiment l'élément sur lequel on peut influer assez facilement. Et donc en fait, quand on est dans ce cercle vicieux, le fait d'un coup de réussir à réguler sa ventilation en la contrôlant, en la ralentissant et en passant sur des exercices comme ceux que je viens de citer par exemple, ça va très vite influer, qu'on le veuille ou non, sur le rythme cardiaque, parce que la ventilation, si on arrive à la contrôler, de toute façon, au bout d'un moment, le cœur va finir par suivre. Le cœur va finir par suivre le rythme de la ventilation, il va finir par ralentir. Surtout si on pratique la ventilation ventrale, où en plus de ça, on va stimuler les nerfs vagues,
et où donc on va stimuler le système nerveux parasympathique, où là ça va en plus de ça influer sur le rythme cardiaque. Et le rythme cardiaque baissant, quelque part, au bout d'un moment, ça va finir par apaiser nos pensées, et en fait on va rentrer dans une espèce de stase comme ça, de stase parasympathique, où on va finalement réussir à casser ce cercle vicieux dans lequel on est quand on est en crise de stress ou en crise d'angoisse. Et c'est la ventilation qui est l'élément sur lequel on peut influer. Sinon, ce cercle vicieux, il est très très dur à casser. C'est ça. Et c'est en ça que c'est si important de disposer d'une pratique qui mêle le corps et l'esprit, c'est que ça nous fait prendre conscience d'à quel point notre état mental, notre état cognitif est conditionné et ou entretenu par notre état physiologique. Ça nous apprend humblement, quand on a un dossier à traiter ou une merde sur notre to-do list, à prêter attention à l'état de notre physiologie, alors que sinon, il n'y a aucun rapport, pourquoi je ferais ça? Mais c'est vrai que le fait d'être confronté constamment à la nécessité de trouver un outil pratique pour putain redescendre quand c'est parti très très haut dans le stress, voilà, petit à petit le chemin se fait et ça correspond à des réalités physiologiques, biologiques. Est-ce qu'à force de travailler avec des médecins aussi, toi aussi tu apprends des choses sur ton corps? Il y a une ou deux choses qui t'ont surpris ou des domaines que tu es en train d'explorer qui sont des domaines d'intérêt dernièrement? Oui, on a découvert des trucs assez intéressants, notamment sur l'eau froide et l'eau froide en apnée. Donc, l'eau froide a un rôle assez protecteur en réalité sur la consommation d'oxygène, sur la saturation de CO2, voilà, et sur la manière dont le corps réagit et s'adapte face à l'apnée. Mais oui, j'ai découvert des trucs étonnants, notamment sur mon rythme cardiaque, qui peut descendre à moins de 30 pulsations minutes sur des apnées prolongées. Voilà, il y a eu des trucs assez intéressants que j'ai découverts. J'ai découvert aussi quels pouvaient être les symptômes d'une hypothermie profonde, parce que j'en ai fait une, et j'ai été hospitalisé il y a 2 mois, là, quand j'ai fait une hypothermie suite à une de mes sessions d'entraînement. Quand tu étais en plein dans le dur de ton entraînement, c'était juste avant Chamonix, c'est ça? Juste avant Chamonix, j'étais en Haute-Maurienne vanoise chez un de mes camarades qui a une exploitation qui s'appelle Sensation Vanoise, donc où il y a des lacs là-bas en Vanoise, là dans la montagne, et en fait je suis resté 20 minutes dans de l'eau à 2 degrés, où j'ai en plus de ça fait des apnées à partir de 10-12 minutes j'étais dans l'eau, donc j'étais déjà très très froid, et en fait l'hypoxie plus l'hypothermie ont vraiment généré des symptômes très bizarres, et je tenais plus debout, enfin bon, on a appelé les pompiers, j'ai eu vraiment l'impression que j'allais tomber dans les vapes pendant 30 minutes. Okay. Donc mais bon, en même temps c'est une expérience, je sais ce que ça fait d'être en hypothermie maintenant, et donc je le ferai plus. Et puis j'ai surtout appris que dans l'eau froide il était important surtout de regarder sa montre et pas de se fier à ses sensations, c'est très important. C'est important de se fier à ses sensations quand on reste moins de 10 minutes dans l'eau, mais quand on commence à rester plus de 10 minutes dans l'eau, il est vraiment très important de se fier à sa montre plus qu'à ses sensations, parce que même si on peut se sentir bien dans l'eau, en réalité on est des gens en hypothermie, et il faut vraiment regarder sa montre, c'est très important, et sortir même si on se sent encore bien. Ça c'est important, et là je l'ai appris justement ce jour-là. T'étais un peu trop loin. Voilà, j'étais trop loin, bien sûr, j'étais en hypothermie, et j'ai eu un after drop qui a duré au moins 1h15 derrière. Pour ceux qui ne sauraient pas, l'after drop, c'est la réaction qu'on a après être sorti de l'eau, où le corps, une fois qu'il a passé la phase de vasoconstriction, enfin quand il réouvre les veines et les artères, il y a le sang-froid qui se précipite dans les organes vitaux, et là, c'est là vraiment qu'on a très froid. Voilà, cet after drop, effectivement, a duré très très longtemps. Puis j'ai fini par aller à l'hôpital avec les pompiers. Bon, après tout allait bien, j'ai juste fait une hypothermie modérée, comme on dit. Ça m'était jamais arrivé, donc au moins ça m'a permis de vivre l'expérience et de savoir quoi faire, et surtout ce qu'il ne faut pas faire pour éviter d'en arriver là, quoi. Est-ce que à force de t'entraîner, tu as vu une meilleure gestion de l'après? Comment tu t'es pris? Tu t'es exposé très progressivement, je crois qu'en plus tu nageais dedans. Comment tu gères l'after drop au fur et à mesure? Ça a été quoi ta démarche?
L'after drop, c'est vraiment un truc ouais, pas agréable à gérer. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment du mal. C'est un truc qui ça me fait pas rire du tout. En plus, j'ai l'habitude de me taper des after drops vraiment violents et très très longs. Parce qu'en gros, je reste entre 10 et 20 minutes dans l'eau qui est à 4, à 5, 6 degrés. Donc en fait, je fais des after drops qui durent en moyenne entre 30 et 50 minutes. Donc c'est vraiment fatigant, quoi. Puis c'est long et c'est vraiment incontrôlable. Donc ouais, en gros, ce que je fais, c'est que j'essaye de boire un truc chaud le plus vite possible, de me réchauffer en profondeur le mieux possible et de me réchauffer de manière passive, évidemment, de ne pas sauter dans un bain chaud, surtout pas, ou de ne pas sauter dans un sauna tout de suite. Et d'être dans une pièce chauffée, bien habillée, de boire un truc chaud et de laisser passer. Il n'y a rien d'autre à faire, franchement, c'est vraiment pas la phase la plus agréable, l'after drop. Je sais pas trop comment conseiller aux gens de réussir à passer ça le mieux possible. C'est clairement un truc désagréable qui va durer, en gros, au moins 2 fois le temps d'immersion. Et c'est surtout une phase indispensable pour se réchauffer, parce que c'est un réchauffage passif, hein, c'est le corps qui réagit et qui se réchauffe, hein, avec des contractions musculaires involontaires. Et donc c'est la phase obligatoire par laquelle on doit passer, quoi qu'il arrive, quand on est resté dans l'eau froide un certain temps. Après, ce que j'ai vu qui a quand même arrivé avec l'habitude et l'entraînement, c'est que j'ai fait des after drops on va dire, j'ai réussi à faire des immersions de plus en plus longues sans after drop. C'est-à-dire, quand je suis pas acclimaté, 10 minutes dans une eau à 10 degrés, derrière je fais un after drop de 20 minutes. Alors que quand je suis acclimaté, 10 minutes dans une eau à 10 degrés, je fais pas d'after drop après, quoi. Voilà. Donc j'ai quand même une meilleure tolérance du corps. Combien de temps d'acclimatation pour arriver à ça, ce passage de l'un à l'autre? 6 mois. Okay. Avec une pratique de 3 fois par semaine. Pardon? 3 fois par semaine. Oui, c'est ça, 3-4 fois par semaine. C'était un jour sur 2, les immersions quand j'avais le plus gros volume d'entraînement l'hiver, c'était un jour sur 2. Et petite question technique, on te voit, t'as pas de gants, t'as pas de chaussons, t'as pas de bonnet, enfin tu mets les zones vraiment hard, quoi. Tu mets les mains, les pieds, la tête. Comment tu t'y es pris pour entraîner ça progressivement aussi, ou juste brutalement? Ça a été quoi ton approche? Vraiment, c'est d'y aller à froid, déjà, sans hyperventilation et sans mouvement, évidemment, avant. On n'est pas du tout dans la méthode Wim Hof, hein. Je me confronte le plus difficilement possible à l'exercice, c'est-à-dire que je fais pas de sauna avant, ni rien, j'y vais à froid, comme je dis. Et surtout, je nage tout de suite dès que je suis dans l'eau. Je me force à nager, même si c'est beaucoup plus dur pour moi que de rester passif dans l'eau, parce que rester passif, en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. On réchauffe très vite la couche d'eau autour de nous. Voilà, là, le fait de nager, c'est encore plus dur. Et puis de mettre la tête sous l'eau en nageant, là, c'est le climax. Comme on dit, c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Et donc, c'est vraiment de se confronter à ça le plus possible dès que l'eau commence à descendre en température après l'été. C'est-à-dire se baigner l'été, et puis quand en septembre-octobre, quand l'automne arrive, continuer à se baigner avec l'eau qui commence à baisser en température, et puis petit à petit, l'hiver arrive, l'eau descend de plus en plus, et c'est de continuer en fait progressivement à s'habituer aux températures qui descendent petit à petit. Et quand l'hiver est au plus froid, de continuer à se baigner au même rythme en fait. Et puis ensuite le printemps arrive, et on continue à se baigner, et en fait le corps suit le rythme des saisons. Et c'est vraiment ça le plus important, c'est de suivre le rythme des saisons. Et c'est là qu'on a la meilleure acclimatation au froid, en fait. C'est quand on fait ça, et au fur et à mesure des années, le corps s'habitue à ce rythme-là, et en fait, on subit de moins en moins l'acclimatation au froid. Et en fait, au final, après 2-3 années d'acclimatation comme ça, où on se baigne en mer ou en lac tout au long de l'année, et ben en fait le corps après il est parfaitement habitué au changement de saison, et en fait
subit beaucoup moins l'eau froide l'hiver ensuite quand on a fait ça pendant 2-3 ans. La première année est un petit peu difficile, même si on arrive de toute façon à être acclimaté. Au milieu de l'hiver, on est déjà très acclimaté, même la première année. Mais on remarque que les années suivantes, l'acclimatation se fait de mieux en mieux à chaque hiver. Voilà. Et en fait, le corps s'habitue à cette saisonnalité, à cette régularité, quoi. Dernière question. T'as 15 secondes, voilà, je sais pas, tiens, je te file un spot à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de foot, et t'as 15 secondes pour un spot sur lequel tu peux faire passer un message qui, à ton sens, nous sera utile à tous. Ce serait quoi? Je dirais, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Voilà. C'est difficile au début, puis c'est de moins en moins difficile, et au final, c'est de plus en plus simple, et puis ça devient vital. Et puis, voilà, respirez et sortez de votre zone de confort, quoi. La croissance, l'ambition, elle arrive toujours dans cette zone où il y a un minimum de difficulté, où il va y avoir une part d'inconfort, et c'est vrai que pouvoir s'entraîner régulièrement à domestiquer cette sensation, ne pas s'y arrêter et pas s'interdire d'aller plus loin sous prétexte qu'il va y avoir une part d'inconfort, ça ouvre plein de portes. Toi, c'est ce que tu fais très très régulièrement en allant pousser cet inconfort vraiment dans le plus grand des inconforts, hein. C'est vraiment cette confrontation, besoin de respirer, c'est du lourd. Mais écoute, c'était même de l'expérimental, là, non? Ouais, sous la glace, ouais, ça, ouais. Venir tenir ta respiration, nager sous la glace, dans de l'eau à, je crois que c'était 0,7 degrés, hein, c'est ça? Enfin, dans de l'eau gelée, quoi. Ça a dû être sympa. Bravo. Je sais pas ce qui va être la suite pour toi. Tu vas faire quoi? La même chose avec un mec qui te met des coups de bâton en même temps, ou tu vas diversifier et trouver un angle plus... Non, là, déjà, j'aimerais bien essayer de progresser un peu en profondeur. Ouais. Et puis, j'ai d'autres projets qui arrivent. Un projet de série documentaire là, que j'aimerais bien essayer de monter. Voilà, il y a des projets avec mes partenaires aussi. Et là, je vais essayer de développer aussi un maximum mon réseau de conférences voilà, pour essayer d'intervenir à droite à gauche. Donc, ça, c'est un petit peu essayer de surfer là sur la vague du record pour développer certaines choses. Bravo. Donc, sur Instagram, on te trouve sur Arthur Guérin Boéry. C'est là qu'on peut suivre ton actualité et notamment tout ce qui suivra potentiellement sur cette série de sujets documentaires. Exactement, et puis il y a surtout un documentaire qui sort sur le record à la rentrée, donc après l'été, qui a été produit sur ces 2 dernières années par Almofilm. Par Almofilm, c'est la boîte de production d'où sont issues les images que nous avons montrées en tout début de cette interview. ALMO Film, vous aurez le lien dans la description de la vidéo, et qui t'accompagne depuis donc 2 ans maintenant. Voilà, donc on va faire sortir un joli documentaire en format 52 minutes, très probablement, qui sortira après l'été, en théorie. Ok, tu sais déjà sur quel média ou pas encore? Non, ça n'a pas encore, on n'a pas encore de diffuseur. Ça va être un boulot qu'il va falloir faire. Je pense que c'est la boîte qui va s'occuper de tout ça, mais oui, ça va être, on l'espère en tout cas, un beau diffuseur. Ouais. Super, écoute, on croise les doigts, on te souhaite le meilleur pour tout ça, et puis merci beaucoup. Un de ces 4. Tchuss.